Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission qui vous résume les infos à connaître autour du développement. Et pour ça, le rendez-vous, il est pas bien compliqué car c'est tout simplement dès 7h et tous les jours de la semaine sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit avant-goût du numéro d'aujourd'hui, donc de ce 21 juin, il sera question d'un nouveau type de faille sur des packages NPM, mais aussi du bordel sans nom des frameworks chez Microsoft, ou encore de la raison pour laquelle Apple ne veut pas ouvrir les API des Watchface. Mais juste avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. Déjà, un gros erratum par rapport à ce que j'ai dit hier, car en fait j'ai dit que Waldo c'était des vrais téléphones dans le cloud, et non, ce sont des émulateurs dans le cloud, et la nuance elle est quand même super importante pour vous le signaler, donc vraiment je m'excuse énormément pour cette grossière erreur. Et bon, ensuite, vu qu'on est le 21 juin et si on ouvre les livres d'histoire, vous en avez l'habitude, ou même plutôt ici en fait, les livres de droit, eh bien en 2004, la loi LCEN elle était adoptée en France, et si je vous donne le nom complet de LCEN, ça veut dire la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et dans l'idée ça venait transposer des nombreuses lois européennes, mais surtout ça permettait de faire la distinction entre hébergeur et éditeur de contenu, et l'objectif c'était de dire qu'une fois qu'un contenu est publié, ce n'est plus l'hébergeur qui est le responsable. Bon, depuis 2004, ça a quand même pas mal bougé dans le domaine, mais bon, rassurez-vous, je vais pas vous faire un cours de droit aujourd'hui, parce que non, à la place, on va voir les actus sur le développement, et c'est quand même bien plus sympa. Pour commencer, je vais vous parler d'un outil, mais malheureusement il n'existe pas encore, et vous savez que l'accessibilité ça reste un peu le parent pauvre en termes d'outils, mais la société hollandaise Abra qui développe en général des applis, c'est une sorte d'agence en fait pour le faire simple, et ils mettent justement l'accent sur l'accessibilité, et ils viennent de dévoiler cette vidéo où on voit que l'on peut facilement débugger les propriétés de l'arbre d'accessibilité, et ce autant sur Android que sur iOS. Et ils annoncent que l'outil sera dispo en septembre-octobre, et d'ailleurs on ne sait pas si ce sera gratuit ou payant, mais quoi qu'il en soit, de mon côté, je mets ça justement de côté car ça a l'air super intéressant. Et on poursuit, et pour concevoir des applications chez Microsoft, ça reste quand même un énorme casse-tête car il y a plusieurs plateformes à supporter à la fois, à savoir le Windows classique que vous connaissez tous, mais aussi Xbox, HoloLens, voire même le mobile auparavant quand il y avait Windows 10 mobile. Et lorsque Windows 10 est sorti, le mot d'ordre c'était les UWP, c'est-à-dire les Universal Windows Platform qui ciblaient toutes ces plateformes à la fois. Mais le système, il avait pour inconvénient de gérer uniquement les plateformes de Microsoft, et c'est pour ça qu'il y avait en parallèle Xamarin Forms pour gérer en fait le mobile avec Android et iOS. Mais forcément, vu que Microsoft navigue un peu à vue, vous voyez que les applications UWP, elles sont plus ou moins dépréciées car elles incitent plutôt à utiliser l'App SDK et WinUI 3. D'ailleurs, pour info, si vous faites du .NET MAUI aujourd'hui, vous ciblez Android, iOS, macOS et Windows, et pour ce dernier, c'est justement avec WinUI 3. Et vu que .NET MAUI c'est très récent, vous dites ok, maintenant Microsoft s'est enfin décidé, et la stack c'est WinUI 3 pour du pur Windows et .NET MAUI pour le cross-platform. Eh bien, à nouveau, tout ça risque de valdinguer car selon les infos d'un MVP, alors non, c'est pas un Microsoft Viable Product ou alors le nom d'une architecture, mais c'est plutôt l'équivalent d'experts de la communauté qui sont reconnus par Microsoft et ce sont donc pas des employés de Microsoft. Et sur Twitter, à la question de savoir ce que Microsoft pourrait améliorer, un MVP connu sous le nom de Morton a indiqué qu'il aimerait que Microsoft redédie, voire même ressuscite WinUI 3 car il aimerait que ce soit vraiment une priorité. Et sur le Reddit de .NET qui reste quand même ouvert pendant cette période, eh bien certains titrent carrément que WinUI 3 est déjà finito. Alors dans les commentaires, ça se déchire un peu sur l'état actuel de WinUI 3 car rien n'est officiel, mais en tout cas si vous réfléchissez à faire une application Windows, soyez peut-être vigilant du côté du choix du framework. Et en réalité, quand je vous ai parlé de la manière de faire des applications Windows, initialement WinUI 3 s'était présenté comme le Project Reunion qui avait pour objectif de rapprocher les applis UWP et Win32, et à la conférence Build de cette année, Microsoft a annoncé qu'il devenait possible d'isoler ces applications en passant par les app containers, et l'idée ici c'est de faire tourner les applications avec les privilèges minimums pour éviter des potentielles failles de sécurité. Et la bonne nouvelle c'est que ce système d'isolation il est désormais en preview pour Windows 11. Alors vous avez sur ce GitHub toute la doc pour rendre les applications Win32 compatibles, et en avoir lu vite fait le tuto, ça semble relativement simple à faire. Donc voilà, on aura un peu fait le tour des différentes technos de Microsoft aujourd'hui, et honnêtement, mais quel bordel! Allez, on enchaîne, et hier je vous parlais de Waldo, et dans les commentaires, John m'a renvoyé vers Lambda Test qui a la particularité de gérer à la fois des sites, mais aussi des applis mobiles. Et dans l'idée, contrairement à Waldo qui est spécialisé mobile et qui permet de lancer uniquement sur des émulateurs dans le cloud, ici vous avez le choix avec soit des émulateurs, soit des vrais smartphones, que ce soit sur Android ou sur iOS. Alors déjà, avant de commencer, je trouve leur interface ultra frustrante, car à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, ça vous dit que c'est tout simplement pas dispo et qu'il faut payer. Et donc finalement, si on regarde vraiment ce qui est en gratuit, vous pouvez faire autant de sessions que vous voulez, avec les limites que je vous affiche juste là. Mais par contre, si vous voulez tester sur de vrais devices, c'est à minima avec le plan à 25$ par mois. Donc si je simplifie, sur la partie gratuite, c'est forcément qu'avec des émulateurs.
Et là-dessus, vous pouvez mettre en place des tests ou encore faire de la régression visuelle par exemple, mais parfois c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est pour les applis mobiles ou alors qu'est-ce qui est fait pour les sites, parce qu'en termes de fonctionnalité, on n'est pas à parité, on va dire. Et disons que pour comparer Lambda Test, ça vient plutôt sur les terrains des fonctionnalités de test de Waldo, alors que l'idée des sessions que je vous parlais hier, ça semble pas vraiment exister ici. Donc en gros, si vous voulez mettre en place vos tests dans le cloud, vous avez on va dire 3 grands choix aujourd'hui. On va dire Waldo, Lambda Test et même Maestro dans sa version cloud qui s'appelle mobile.dev. Mais bon, vu que Maestro c'est open source, potentiellement vous pouvez aussi le faire tourner sur votre infra, ce qui est quand même un gros plus dans certains secteurs critiques. Bref, en tout cas, merci à John pour la découverte et ça nous fait un outil de plus à mettre de côté. Et pour rappel, ça s'appelle Lambda Test et la partie gratuite, elle vous permet de découvrir un tout petit peu des fonctionnalités. Allez, c'est l'heure de notre pause quotidienne avec aujourd'hui beaucoup de sujets autour de l'IA. Je ne pense pas que vous soyez passé à côté des licenciements par milliers qu'il y a eu dans la tech ces derniers mois et notamment chez les GAFAM. Mais si l'idée derrière tout ça était de faire des économies sur le moyen terme, le Wall Street Journal a noté que Google et Meta restaient les sociétés qui payaient le plus avec un salaire médian de 300 000 $ chez Meta et 280 000 pour Alphabet. Mais en soi, les deux événements sont bien décorrélés car licencier ne veut pas pour autant dire baisser le salaire des employés restants. On continue sur cet aspect emploi et chez Meta, il n'y a pas que le métaverse qui était un mauvais cap car malgré des investissements dans l'IA, un tiers de ses chercheurs auraient quitté ses rangs depuis le lancement de ChatGPT en novembre. Et toujours sur le sujet de l'IA, l'éditeur Gamers qui détient plusieurs sites gaming a décidé de licencier une cinquantaine d'employés il y a quelques mois. Mais désormais, ce même groupe cherche un rédacteur d'IA qui, aidé de contenu généré, devrait produire entre 200 et 250 articles par semaine. Mais avec un salaire compris entre 40 000 et 55 000 $, ça ferait au mieux du 4 $ par article et on voit donc à quoi sert l'IA chez les requins. Et toujours sur le même sujet, Amazon a pour habitude de proposer une conférence annuelle autour de la robotique et de l'IA. Mais à la place, cette année, tout sera regroupé dans des événements sur AWS et a priori ce sera pour davantage mettre en avant les découvertes sur ces sujets auprès des clients. Et enfin, j'imagine que vous utilisez probablement la dernière version d'OpenSSL, à savoir la branche 3. Mais la version 1.1.1 qui bénéficiait du support au long terme ne sera plus maintenue à partir du 11 septembre. Mais même si tout ça vous semble éloigné, pensez bien à regarder si vous n'avez pas de vieille machine qui l'utilise. On reprend et pour la petite blague, ça fait plusieurs jours que la documentation sur les navigation bars de Material 3 sont complètement vides, pourtant toutes les autres pages de la doc ont bien du contenu, mais vraiment pas celle-là. Alors est-ce qu'il s'agit d'une erreur ou d'une piste vers un mauvais futur on va dire? Eh bien l'avenir nous le dira, en tout cas j'essaierai de vous prévenir. Ensuite, on va chez Apple, et comme je vous l'ai expliqué dans un épisode de DevCafé que je vous ai d'ailleurs mis dans le petit i, et bien sur WatchOS 10, l'interface elle connaît quelques évolutions, et l'une des principales c'est de mettre plus en avant les widgets sur l'écran d'accueil au-dessus de la watch face. Et en gros, le carrousel de widgets qui existe déjà aujourd'hui sur les iPhones et les iPads, il a sa déclinaison désormais pour les montres. Mais bon, là on est à WatchOS 10 et il y a toujours une question qui reste un mystère à part entière, mais pourquoi ne peut-on pas créer des watch face custom? Et là-dessus, Kevin Lynch, qui est en charge de ce projet depuis le lancement en 2014, a fait une interview à un média allemand il y a quelques jours et voilà ce qu'il a répondu, et je vous le traduis. Apple consacre beaucoup de temps et d'efforts à chaque watch face de l'Apple Watch. Nous nous assurons qu'elle fonctionne uniformément et simplement aux nouvelles caractéristiques et fonctionnalités de la plateforme. Les développeurs peuvent créer des complications pour les applications WatchOS en superposant des éléments visuels comme les prévisions météo par l'application Carrot. Sur WatchOS 10, la nouvelle fonctionnalité de Smart Stack qui est disponible en 3 tailles améliore encore l'interactivité. Donc vous l'avez compris, c'est clairement pas près d'arriver car Apple se justifie par le soin qu'il met alors que nous développeurs, forcément, on va tout saccager, mais c'est quand même très bizarre comme choix car très clairement il y aurait beaucoup d'argent à se faire. Ensuite, on change complètement de sujet et vous avez peut-être entendu parler du plan France Nation Verte du gouvernement. Bon alors si c'est pas le cas, rassurez-vous, c'est aussi mon cas, mais pour simplifier, c'est tout simplement le virage que prend le gouvernement en faveur de l'écologie. Et là-dedans, l'IGN a présenté à Vivatech l'association Data Alliance qui a pour objectif de réunir tous les acteurs publics comme privés autour des données de l'IGN. Et le petit bandeau que je vous montre résume assez bien la chose, car l'IGN est ici l'acteur de confiance qui va accompagner des projets de start-up ou de PME qui sont basés sur ces données, tout ça en garantissant la qualité des données et en mettant tout ça en open data. Et dans leur discours, ils disent que n'importe qui peut rejoindre cette alliance, mais à voir quand même, car sur le bouton nous rejoindre, il faut envoyer un mail, donc c'est pas aussi simple qu'une plateforme à rejoindre avec peut-être un simple clic. Mais malgré tout, c'est une bonne initiative, et si vous comptez faire des choses autour des données de l'hygiène, ou alors encore mieux autour de l'écologie en général, on va dire, j'espère qu'en tout cas ce coup de projecteur vous aidera. Et pour terminer, on va encore une fois faire un changement de cap pour aller cette fois-ci sur NPM, et un nouveau type de faille de type supply chain a été découvert, et si je devais vous le résumer en une phrase, c'est que sans même toucher une seule ligne de code d'un package NPM existant, vous pouvez complètement changer son comportement. Mais pour entrer dans le concret, aujourd'hui le package Bignum il permet de faire des opérations arithmétiques.
Et la dernière version, elle est sur la branche 0.13, mais des failles ont été identifiées sur la 0.12, ce qui est quand même étrange de trouver des bugs a posteriori comme ça. Mais la particularité de Bignum, c'est que lors de l'installation, il passe par NodeGimp qui permet de télécharger des binaires sur un serveur, et en l'occurrence ici sur des buckets AWS S3. Et là-dessus, le bucket S3 a pour une raison un peu inconnue été abandonné, ce qui a laissé le nom disponible à n'importe qui. Et vous me voyez donc venir, quelqu'un a récupéré le nom de ce bucket et en a profité pour modifier les binaires téléchargés du code qui venaient notamment récupérer des infos sur les utilisateurs. Et d'une certaine manière, c'est un peu la même problématique qu'hier avec le pass France-Allemagne où il y avait une instance Vercel qui n'avait pas été activée. Et bien finalement ici c'est un peu pareil car on peut se faire passer pour le package original. Et ce type de faille, il a donc atteint NPM, mais on peut imaginer que ça arrive à n'importe quel package qui utilise ce mécanisme de téléchargement. Donc à nouveau, pensez bien à utiliser soit la solution SafeNPM ou alors même l'annuaire que Google propose, histoire de limiter au maximum ce genre de problème. Et voilà, c'était tout pour ce numéro pour cette fête de la musique, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, et n'oubliez pas le partage, l'abonnement et le like, car c'est un peu l'équivalent du SEO, mais pour les vidéos. Et juste avant de se quitter, pour info, jusqu'à la fin de la semaine, je donne une formation et je serai pas chez moi. Alors avec de la chance, je pourrais tourner sans problème les 2 autres numéros de DevCafé, ou alors ce sera pas possible, et dans ce cas-là, surtout ne vous inquiétez pas si vous voyez pas de vidéo, et bon, au pire, j'essaierai de faire quelque chose samedi. Allez, en tout cas, je vous souhaite une belle journée à tous, j'espère de mon côté que mon train sera pas à la bourre, car en ce moment ça m'arrive très souvent, et moi je vous dis peut-être à demain.